Donc je vous propose, voilà, que l'enregistrement du coup débute. Voilà, si vous êtes gêné à l'idée de figurer, ne pas hésiter à couper vos caméras, mais je vois que encore une fois vous êtes, bien au fait de tout ça. Donc voilà, je vais laisser la main à Mickaël. Bien, bonjour à tous, moi je suis Mickaël Zaccaria, je suis acheteur spécialisé sur les marchés du bâtiment et de l'énergie, donc pour le réseau Apogée. Pour le dire brièvement, on est une centrale de référencement dédiée aux établissements de l'économie sociale et solidaire, donc qui sont également des associations. Après, quand on parle d'efficience énergétique et la manière dont on accompagne nous nos adhérents, ça peut évidemment s'exporter à tout type de structure. Dans un premier temps, moi, je vous propose de faire un petit point sur la réglementation qui encadre l'efficience énergétique. Vous devez entendre parler assez fréquemment de décrets tertiaires. Donc, peut-être décrypter un petit peu ça rapidement. Déjà, voir qui est concerné. Il faut savoir que tout bâtiment d'une surface plancher supérieure à 1000 m² est concerné par le décret tertiaire. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, par conséquent, vous n'êtes pas soumis à cette réglementation. Brièvement, il s'agit tout simplement d'obligations de réduction des consommations d'énergie à horizon 2030. Donc, vous aurez moins 40% sur vos consommations d'énergie à réaliser d'ici 2030 et ensuite des tranches de 10% supplémentaires par décennie à effectuer d'ici là. Donc, c'est relativement lourd en termes d'administratif et en termes techniques. Ce qui veut dire que pour pouvoir calculer ces réductions de consommation d'énergie, il faut récupérer toutes vos factures d'énergie depuis 2010. Choisir une année de référence entre 2010 et 2019 sur une année glissante, et derrière faire toute une analyse, dresser un plan d'action, etc. Donc avec des obligations de déclaration sur une plateforme, la plateforme Opéra. Donc voilà, donc il y a quand même tout un travail à faire de récupération de données, de déclaration, et tout un suivi administratif à faire qui peut être assez lourd. Et l'échéance est relativement proche. Initialement, ça devait être le 30 septembre de cette année. Ça a été décalé à cause de la crise sanitaire au 30 septembre de l'année prochaine. Donc, si vous êtes concerné par ce décret tertiaire, il va falloir quand même assez rapidement vous pencher sur la question. La surface, donc je vois il y a une question en bas, donc je le redis, il s'agit d'une surface de 1000 m². Voilà, tout bâtiment d'une surface supérieure à 1000 m². Je précise, si vous avez sur un même site 3 bâtiments de 500, par exemple, vous êtes soumis. C'est 1000 m² sur une même adresse. Voilà, je le précise simplement. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, aussi pour les autres qui ne sont pas soumis à ce décret tertiaire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution d'efficience énergétique ? Simplement, et je pense qu'on y reviendra par la suite, le marché de l'énergie est assez tendu. Vous avez dû voir les augmentations du prix de l'énergie. Donc, des travaux qui auraient pu vous paraître peu rentables il y a 10 ans de ça, ou il y a même 3 ans, deviennent intéressants aujourd'hui. Donc, nous, de la manière dont on accompagne nos adhérents, déjà dans un premier temps, c'est qu'on passe en général par un diagnostic énergétique. On fait venir quelqu'un spécialisé qui va faire par exemple de la thermographie infrarouge, voir un petit peu quels sont les points dans le bâtiment qui sont particulièrement énergivores, où il y a des déperditions. Donc, en général, on peut assez facilement travailler la question quand vous êtes sur du simple vitrage, par exemple, les fenêtres, ça fait quand même assez longtemps qu'on procède à des remplacements là-dessus. Ça peut être aussi du relamping. Si vous avez des néons dans vos bâtiments, ça peut être intéressant de faire une conversion vers le LED, qui a quand même l'avantage de consommer beaucoup moins d'énergie et aussi d'avoir une lumière plus naturelle, entre guillemets, qui ressemble un peu plus à la lumière naturelle. Et donc, il y a quand même un confort qui est accru pour les personnes qui y travaillent. Si vous êtes dans une démarche RSE, ça peut être intéressant aussi de penser au confort des personnes qui travaillent au sein de vos bâtiments. Donc ça, c'est des solutions qui sont quand même relativement courantes, qui sont peu coûteuses, malgré tout. Un relamping aujourd'hui, un pavé LED, vous pouvez les avoir à une trentaine d'euros. C'est sûr, il y a 15 ans de ça, ce n'était pas les mêmes tarifs aussi à ce niveau-là. Sur des types de travaux qui vont peut-être être un peu plus compliqués à mettre en place, ça va être des changements de type de chauffage. Là, je vous conseille quand même de faire une petite étude en amont, de voir réellement ce qui va être adapté à l'usage.
je vois moi beaucoup d'adhérents, alors qui ne sont pas forcément sur la même typologie d'activité, qui vont être situés dans des zones un petit peu montagneuses, par exemple, qui sont chauffées au fioul. Là, par exemple, il y a immédiatement, s'ils sont soumis au décret tertiaire, une conversion fuel-gaz, gaz propane en l'occurrence, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Le fuel étant clairement le mode de chauffage le moins rentable d'un point de vue voilà, donc de l'efficience énergétique et même d'un point de vue économique. Le gaz propane a quand même des avantages à tous les niveaux à ce niveau. Voilà. Donc, si vous êtes chauffé au fuel, je vous invite quand même voilà, à vous poser la question d'une conversion fuel-gaz, surtout que ça n'implique pas nécessairement de changer de chaudière. Des chaudières un peu récentes, il suffit de changer le brûleur. Pour une cinquantaine d'euros, vous avez fait le nécessaire sur votre chaudière. Très bien entendu, un changement de chauffage de chaudière ou de chaufferie, hein, suivant la taille de vos établissements, ça a un coût. Ça implique des travaux sur place quand même qui peuvent être un petit peu lourds. Donc à voir ensuite vous organiser pour pouvoir faire efficacement ce changement de chauffage. Voilà. Une chose aussi qu'on fait, nous, de notre côté, ça va être l'isolation extérieure. L'isolation extérieure a un vrai avantage. On parlera ensuite des aides financières qui sont associées à ces différentes solutions. L'isolation extérieure a l'avantage d'être pris en charge quand même assez massivement par les différentes aides, notamment par les certificats d'économie d'énergie. Et aussi, ça vous évite de faire un éventuel ravalement de façade. Nous, on le voit pour certains adhérents, le fait de faire une isolation par l'extérieur leur revient moins cher que de faire un ravalement de façade. Donc ça peut être intéressant en fonction du type de bâtiment où vous êtes, de vous poser cette question-là. J'émets simplement une réserve sur cette solution d'isolation par l'extérieur. Il faut bien comprendre que plus vous isolez un bâtiment, plus il devient hermétique. Et donc, il faut vous poser la question de la ventilation. Parce qu'un bâtiment quand c'est mal fait, l'isolation par l'extérieur, derrière, vous allez avoir des problèmes d'humidité dans vos bâtiments. Vous risquez d'avoir de l'eau qui se condense à l'intérieur des murs, ça peut poser des soucis de ce type-là. Donc, il faut quand même avoir un acteur déjà qui soit sérieux et bien vous poser la question de la ventilation. Parce que concrètement, vous n'arriverez pas à chauffer une pièce humide. Clairement, pour pouvoir avoir un chauffage qui est efficace, il faut avoir un air plutôt sec. Pour ça qu'on conseille d'aérer régulièrement les différentes pièces. Quand on dit aérer, ce n'est pas simplement ouvrir une fenêtre pendant 5 minutes. Une aération, c'est 30 minutes quand vous aérez en ouvrant les fenêtres. Voilà. Donc, vous coupez votre chauffage, vous aérez 30 minutes, vous remettez le chauffage, et là, vous aurez un chauffage qui fonctionne mieux, tout simplement. Sinon, avec un air humide, vous n'arriverez pas à chauffer. Et le problème d'une isolation par l'extérieur, si vous n'êtes pas posé la question de la ventilation, vous allez avoir ces problèmes d'humidité qui vont se poser, et aussi des problèmes de qualité de l'air intérieur. Il commence à y avoir des normes qui deviennent assez strictes à ce niveau-là, notamment si vous accueillez du jeune public, vous avez des obligations réglementaires qui sont liées à ça. Voilà, si vous êtes un bâtiment qui est mal ventilé, c'est une qualité de l'air qui est détériorée et donc les personnes qui sont à l'intérieur de ce bâtiment qui vont être exposées à un air humide, beaucoup de CO2, enfin voilà. Donc ils pourront avoir des maux de tête ou ce genre de choses. Simplement pour un petit aparté là-dessus, ce qui est le plus impactant sur la qualité de l'air intérieur, ce sont les meubles. Il faut bien le savoir, quand vous achetez des meubles en kit notamment, il y a énormément de produits chimiques qui sont utilisés sur ces meubles-là. Quand vous les déballez, théoriquement, il faudra les laisser pendant 3 semaines à l'extérieur avant de les installer, parce que vous allez avoir des dégagements de produits chimiques dans l'air, et ça, c'est particulièrement nocif, voilà, pour la santé. Donc, bien regarder si voilà, vous changez de mobilier, par exemple, notamment si vous avez des problèmes de ventilation, vous posez ce type de questions. Voilà. N'hésitez pas, par exemple, à faire appel à un bureau de contrôle qui pourra venir contrôler la qualité de l'air intérieur. Vous serez dans tous les cas amené à le faire si vous avez isolé vos bâtiments. Certains d'entre vous ont peut-être des bâtiments, alors nous on en a dans nos adhérents qui sont au bâtiment de France, ou en tout cas où ils n'ont pas la possibilité de toucher à la structure extérieure du bâti. Dans ces cas-là, vous pouvez faire une isolation par l'intérieur. Ça fonctionne très bien, on le voit beaucoup dans les maisons des particuliers aussi, quand vous faites des pièces sous les toits par exemple, de faire une isolation à ce niveau-là.
isolation des combles, isolation des rampants. Enfin voilà, l'isolation, c'est quand même un point important quand on parle d'efficience énergétique. Moi, j'ai mis une réserve quand même sur l'isolation des combles. Vous aviez dû voir par le passé les publicités pour l'isolation à 1 euro. Dites-vous bien que cette isolation-là ne coûte pas 1 euro. C'est tout simplement que des acteurs, ce qu'on appelle des acteurs obligés, donc des fournisseurs d'énergie, considérés comme pollueurs, ont l'obligation de financer la transition énergétique et par conséquent payer à votre place cette isolation. Le problème, c'est qu'ils avaient donc des obligations de financer et quand même à des hauteurs assez importantes, et ils finançaient un petit peu tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas avoir de pénalité. Résultat, des acteurs peu scrupuleux sont arrivés sur le marché et on fait de l'isolation des combles, notamment chez les particuliers, qui était catastrophique. Donc, soyez vraiment vigilants sur les entreprises auxquelles vous faites appel quand on parle d'isolation. Voilà. Il y a des acteurs très sérieux. Sur l'isolation des combles, c'est vraiment compliqué de trouver des gens qui vont être regardez l'ancienneté de la société, regardez la taille, essayez de voir des exemples de réalisation, voyez si éventuellement il y a des personnes, d'autres entreprises qui sont membres d'un même réseau que vous, essayez de voir comment ça s'est passé. Voilà. Essayez vraiment de vous renseigner en amont avant de faire des travaux d'isolation. Si c'est mal fait, vous pouvez vraiment avoir des problèmes sur votre bâti derrière. Voilà, donc ça, c'est quand même important de le mentionner. Voilà. Donc, en termes de solutions, de toute façon, ce n'est pas extensible à l'infini. Hein. Je vous dis, dans tous les cas, le chauffage, l'isolation, en pensant toujours à la ventilation, et puis les équipements. Vous pouvez aussi, moi je l'ai déjà eu pour des adhérents, avoir des soucis sur le matériel que vous utilisez. Par exemple, les ventilateurs, les petites choses comme ça que vous pouvez installer. Moi, j'ai eu des adhérents qui consommaient plus l'été que l'hiver, alors qu'ils n'avaient pas de climatisation. Simplement parce qu'ils avaient mis en place des ventilateurs premier prix, qu'ils avaient installés un petit peu partout dans les bureaux et qui étaient extrêmement énergivores. Donc, bien regarder sur vos différents équipements si la classification A, B, C, etc. Voilà, donc ça, c'est aussi ce qui peut être important. Et nous, on le voit notamment quand on a des adhérents qui vont avoir des buanderies ou ce genre de matériel qui vont être particulièrement énergivores pour le coup. Là, on va vraiment se poser la question de la consommation d'énergie qui va être associée. Voilà, donc ça me paraît important de le voir aussi. Alors après, c'est évident que pour des bureaux, la question se pose peut-être un petit peu moins à ce niveau-là. Voilà, à condition que vous n'utilisiez pas type des ventilateurs premier prix et autres, ce qu'on a pu voir nous de notre côté. Disons que dans le cadre de bureau ou de RP classique, vous serez plutôt amené à vous positionner sur un type de chauffage. Si vous êtes en locataire, par exemple, avec d'autres colocataires, vous aurez plus de mal à financer des projets d'isolation extérieure. Donc là, vous serez peut-être plutôt sur de l'isolation intérieure. Voilà, donc en fonction des différentes typologies d'établissements, il peut y avoir des solutions qui sont différentes. Bien sûr, on peut en discuter au cas par cas hein, dans le petit moment de questions qui viendra ensuite. Simplement pour faire un point sur le financement, comment on finance tout ça, parce que ça a un coût. Et quand on voit les échéances, si vous êtes soumis au décret tertiaire de 2030 à moins 40% de réduction de consommation d'énergie par rapport à votre année de référence, ça peut impliquer de faire plusieurs travaux. L'isolation ne suffira pas, il faudra souvent faire isolation, chauffage, moderniser vos équipements, ça peut avoir un coût qui est très élevé. Là-dessus, vous avez des financements, bien entendu, ça peut être des régions, ça peut être de l'Union européenne, ça peut surtout être ce qu'on appelle les fiches C2E, les certificats d'économie d'énergie. Moi, je vous invite quand même à vous faire accompagner là-dessus, notamment si vous faites un changement de chauffage. Le chauffagiste qui va venir installer votre chaudière ou votre chaufferie, lui peut faire les demandes donc, de financement par les C2E pour vous. En général, ce qu'on voit, c'est qu'une partie de l'argent qui servirait normalement à financer ça, en réalité, il augmente un petit peu son devis et il va avoir tendance à garder une partie de cet argent pour lui. C'est très obscur, le marché des C2E. Il y a vraiment tout un commerce autour de ça. Donc, moi, je serais tenté de dire qu'il vaut mieux vous faire accompagner en amont déjà
Pas vous lancer dans des travaux ou des changements d'équipement sans avoir pensé au global, donc par un diagnostic énergétique, voir réellement ce qui ne va pas, et ensuite faire un plan d'action qui soit construit dans le temps. Et à ce moment-là, de réellement vous faire accompagner pour aller capter ces C2E par des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on a des gens qui travaillent avec nous, qui sont des AMO en énergie et qui vont monter les dossiers de C2E pour nous. On ne laisse pas faire des acteurs extérieurs à ce niveau-là. Donc ça, c'est une première chose. En général, quand on fait des travaux d'efficience énergétique, on a un objectif d'entre 70 et 80% de financement des différents travaux, en fonction de ce qu'on fait, hein, évidemment. Les fenêtres en sont beaucoup moins remboursées aujourd'hui qu'elles l'étaient autrefois. Néanmoins, au global, on va être entre 70 et 80%. Pour les sommes restantes, il ne faut pas hésiter à chercher des financements du coup, dans le privé, de faire des prêts, hein, tout simplement. Quand on voit dans tous les cas l'évolution des prix de l'énergie, on a des rentabilités qui sont assez rapides. En général, même on n'en a pas parlé, mais je crois que Gordon en parlera tout à l'heure sur le photovoltaïque, sur l'autoconsommation. Je n'ai pas voulu spoiler de ce côté-là, mais ça peut être aussi des solutions, le solaire, qui peuvent être très intéressantes. En fonction de là où vous êtes situé, hein, bien sûr. C'est sûr que c'est plus compliqué à Dunkerque qu'à Perpignan, mais à côté de ça, ça peut être rentable assez rapidement. Et ça peut aussi être financé assez rapidement aussi. Donc, voilà, donc ne pas hésiter aussi à explorer ce type de solution. Nous, on a même des solutions type d'hydrogène, enfin voilà, d'autres solutions de ce type-là qui sont vraiment intéressantes en fonction, encore une fois, de vos consommations. Donc là-dessus, le prêt, le crédit, bon, moi qui travaille dans l'associatif et pour des associations, c'est souvent un peu tabou pour eux. Ils ont plutôt tendance à chercher des subventions et à abandonner des projets parce que ça implique derrière d'aller faire des prêts. Regardez quand même le retour sur investissement, voilà, les tableaux d'amortissement. En fonction du prix de l'énergie, ça peut être rentabilisé assez vite et ça peut justifier d'aller faire ces prêts-là sans pour autant aller vous mettre en difficulté sur votre trésorerie. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner là-dessus sur ces solutions de financement. Voilà, donc moi, je pense avoir fait à peu près, en tout cas, le tour d'une présentation globale à ce niveau-là. Je vois qu'il y a peut-être quelques questions. Je n'ai pas regardé hein, le chat étant donné que je faisais quand même la présentation. Est-ce que vous avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, qu'on puisse aussi échanger en fonction de votre typologie d'établissement. Non, c'est que j'étais d'une clarté sans pareil. C'est vrai que je pense que c'est spécifique potentiellement. Enfin, chaque structure a des bâtiments plus ou moins différents par rapport à son activité. Donc, si vous avez des questions spécifiques par rapport à vos cas à vous, des structures que vous accompagnez, pas hésiter justement à poser des questions parce que nous avons un spécialiste face à nous, donc autant en profiter. Après, peut-être aussi pour compléter sur le financement, excusez-moi, allez-y. Non, je disais, pour l'instant, il y en a beaucoup qui ne se sont pas encore posé la question puisqu'ils vont avoir des contrats d'énergie à prix fixe bloqués sur une certaine durée. Ils n'ont pas forcément vu encore augmenter leur facture. Je ne veux pas encore une fois spoiler la prochaine intervention là-dessus, hein, mais nous, on a eu le problème d'adhérents dont les contrats arrivaient à échéance et qui ont fait x2,5 sur leur budget d'énergie. Donc, et ça a pu mettre en réelle difficulté certaines associations qui avaient des budgets très limités en fonction des secteurs. Tous n'ont pas les mêmes niveaux de financement. Donc, il y avait des budgets qui étaient vraiment tendus et certains qui n'ont pas fait attention, qui ont laissé leur contrat partir en reconduction tacite, donc avec des prix donc, qui sont réévalués à l'aune des prix du marché et qui ont eu des surprises au moment de leur première facture. Donc réellement, vérifiez vos contrats, vérifiez ce que vous avez, parce que clairement, il ne faut pas se leurrer. Vous allez prendre voilà, une augmentation qui va être significative. Mais quand je dis significative, nous, on a vu du x2, x3 hein, sur les budgets. Donc, c'est pour ça que quand on parle beaucoup d'efficience énergétique dans le cadre du décret tertiaire avec la réglementation,
posez-vous la question même si vous n'y êtes pas soumis. Je pense par exemple si vous avez des agences qui font toutes 500 mètres carrés, qui sont toutes sur des adresses différentes, vous ne serez pas soumis. Néanmoins, si vous avez quand même un petit peu de consommation, vous risquez d'avoir des surprises au moment où vous allez avoir votre renouvellement. Voilà. Donc, pas hésiter à vérifier vos contrats et vérifier vos budgets. Voilà. Après, peut-être pour compléter sur le financement aussi, pour rappel, France Active peut intervenir dans le cadre de développement pour ce genre de financement. Hein, c'est tout à fait éligible chez nous. On a des garanties voilà, qui peuvent aider dans certains cas sur des demandes de prêts bancaires. Quand en effet les dispositifs de subvention ou de financement spécifiques ne suffisent pas, ou peut-être dans certains cas doivent nécessiter un cofinancement aussi. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs, ou si on peut avoir que de la subvention sur le financement d'un projet. En général, tout n'est pas pris en charge, malgré tout. Il y a toujours un petit reste à charge. Quand même. Comme je vous disais, nous, l'objectif, c'est en général à peu près 80% de subventions, et les 20% restants étant à la charge de la personne qui a bénéficié des travaux en question. Et alors, soit ils ont de la trésorerie pour pouvoir le faire, mais à mon sens, le prêt peut aussi, il y a aussi un effet de levier. Hein. C'est-à-dire que vous n'avancez pas l'argent tout de suite, vous utilisez cet argent autrement, et puis le taux d'intérêt est inférieur à la rentabilité des travaux que vous avez effectués. Là-dessus, c'est classique. Hein. C'est comme quand vous empruntez pour investir voilà, dans des choses qui rapportent plus que votre taux d'intérêt. Vous utilisez un effet de levier qui rend la chose d'autant plus rentable. Donc là-dessus, ça ne doit pas être un gros mot, hein, le prêt, notamment quand on parle d'efficience énergétique au regard des prix du marché actuellement. Et encore une fois, c'est relativement nouveau aussi, puisque il y a quelques années, l'énergie n'était pas aussi chère que ce qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, là, il y a des tensions qui sont significatives. Hein. On l'a vu avec la Biélorussie, sur les tensions sur le gaz, et même sur l'électricité, avec un parc nucléaire qui est quand même vieillissant. Voilà. Donc, et des solutions d'énergie renouvelable qui n'ont pas forcément été développées autant qu'elles l'auraient dû. Donc, voilà. Donc, autant de tensions qui font de l'incertitude et donc qui font monter les prix. Donc, vigilance. Vigilance et anticipation. Anticipation, c'est surtout ça, parce qu'on peut se dire qu'on a le temps et au final, ça arrive plus vite que prévu. Exactement. Bon, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, on pourra y revenir dans le dernier temps hein, d'échanges à la fin de l'intervention d'Aurore. Si ça vous convient, je peux laisser la main pour le moment. Nous n'avons pas l'air d'avoir de questions tout de suite. Donc, Aurore, si vous voulez prendre la suite. Je vais me présenter aussi du coup pour commencer. Donc Aurore Damban, je travaille pour Enercap Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une coopérative qui est principalement un fournisseur d'électricité, même si on a d'autres métiers, puisque on s'intègre également sur des notions de sobriété et on peut accompagner sur certains aspects, plutôt sur le côté particulier et puis sur le développement de projets, mais je vais y revenir. Et donc, Enercop est structuré en coopérative régionale. Donc, la nôtre est basée à Grenoble et on couvre l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc juste pour ce petit temps de présentation, je vais essayer de partir d'une vision un peu large du marché de l'électricité avec quelques rappels de son organisation, faire un petit point sur les offres vertes et essayer de décrypter un peu quelles sont ces différentes offres et puis vous présenter Enercop pour terminer. N'hésitez pas effectivement à poser vos questions sur le chat ou à ouvrir vos micros si vous avez des questions au fur et à mesure. Et du coup, j'ai une petite présentation que je vais vous partager. Hop. Je ne sais pas si tout le monde voit l'écran du coup. C'est tout bon. Okay, parfait. Donc juste petit rappel hein, sur le marché de l'électricité, mais on a souvent encore des personnes qui nous appellent en nous disant
Oui, bonjour, mon fournisseur est Enedis, etc. Donc, c'est toujours intéressant de refaire juste un petit point sur qui fait quoi sur le marché de l'électricité. Alors, et puis un petit rappel historique aussi, hein. Avant, c'était relativement simple. On avait un seul acteur qui s'appelait EDF, qui faisait tout. La production, le transport, la distribution et la fourniture, qui sont un peu les trois étapes, on va dire, dans le milieu de l'électricité. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. On a de plus en plus de producteurs différents. Alors, certains qui sont toujours connus, on connaît EDF Engie, d'autres peut-être un peu moins, quoique dans la région, on connaît bien aussi la CNR qui exploite notamment des barrages sur le Rhône. Enercop, on fait partie des producteurs d'énergie également, puisqu'on a certaines installations en propre. Et puis des mairies, des collectifs citoyens, des particuliers, des professionnels, etc., qui installent et qui installent notamment du photovoltaïque en général, hein, et qui deviennent producteurs. Pour le transport et la distribution, donc maintenant c'est RTE et Enedis, hein, qui s'occupent de tout ce qui concerne les câbles, l'acheminement, etc. Donc, c'est les deux acteurs, donc RTE pour la haute tension, Enedis pour la basse tension, et donc qui s'occupent de l'ensemble des éléments jusqu'au compteur. Voilà, donc on est aussi en tant que fournisseur pas du tout en capacité, par exemple, d'accepter ou refuser les compteurs Linky. Je le dis ici puisque c'est souvent une des questions qu'on nous pose. C'est bien Enedis qui s'occupe du déploiement de ces compteurs. Et les fournisseurs n'ont pas du tout la main là-dessus. Ça me permet aussi de vous dire que du coup, peu importe quel est le fournisseur que vous avez choisi, j'allais dire en bout de ligne, si un arbre tombe sur vos lignes électriques, eh ben, ce sera RTE, Enedis, etc. qui vont intervenir et vous aurez le même niveau de service et la même qualité de service, le rétablissement, etc. qui sera fait. Encore une fois, peu importe le fournisseur que vous avez choisi en bout de ligne. Voilà, et puis alors là, je vous ai mis quelques-uns des fournisseurs qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Il y en a une quarantaine en France. Presque tous ont une offre et pour les particuliers et pour les professionnels, même si certains sont plus spécialisés sur l'un ou l'autre des segments. Et presque tous aussi proposent une offre verte. Mais ça, j'y reviendrai dans un deuxième temps. Voilà pour un petit point très général sur qui fait quoi. Alors, sur le marché de l'électricité, effectivement, hein, ça augmente. Je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler de cette augmentation. Alors là, je vous ai mis quelques graphiques parce que bon, quand on dit que ça augmente, c'est toujours intéressant de le voir un peu visuellement et de se dire où on en est où. Donc là, vous voyez sur le graphique de gauche, hein, on avait déjà eu des pics qui nous semblaient déjà très hauts en 2008-2009. Là, on était revenu ces dernières années à des niveaux relativement bas, ce qui explique aussi que si vous avez des prix fixes qui datent de 2018, bon, 2019, ça a réaugmenté un petit peu, mais il restait quand même relativement bas. Là, on voit que sur 2021, on est sur quelque chose de vraiment exponentiel. Et si on zoome sur l'année, hein, on est parti relativement bas l'année dernière, à peu près à la même époque, pour atteindre des sommets là sur les derniers mois. Donc effectivement, ça impacte les fournisseurs, vos factures d'électricité, les renouvellements de contrats, et c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Alors pourquoi ça augmente? Je ne vais pas vous faire là maintenant un cours sur la géopolitique et les liens avec l'énergie. Ce serait un peu long et très honnêtement, c'est pas forcément mon domaine. En tout cas pas dans les détails, mais effectivement les augmentations du prix du gaz et les tensions avec la Russie ont joué là-dessus. Voilà, il y a de la reprise économique post-Covid en Chine qui fait que la demande augmente. Il y a aussi des engagements sur les droits carbone qui ont été pris notamment aux États-Unis qui font que du coup voilà, ça coûte plus cher de faire marcher des centrales à charbon, donc il faut aller chercher des nouvelles formes d'énergie, se reporter sur l'électricité, etc. C'est un mix de plein de choses comme ça qui font qu'on arrive à ces évolutions. Voilà, donc on les maîtrise pas forcément de façon individuelle, mais en tout cas, le résultat est quand même là. On arrive sur cette crise et cette augmentation un peu exponentielle des prix de l'énergie. Donc là, on est sur
un système de bourse, en fait, hein. C'est comme ça que fonctionne le prix de l'énergie. C'est parfois quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais voilà, qui est impacté par tous ces événements. Euh, et, euh, et du coup, par rapport à Enercop, on pourrait se dire que du coup, nous, on est moins impacté par ce marché-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste une référence pour l'ensemble des acteurs de l'énergie, que ce soit pour les producteurs ou pour les fournisseurs. Et du coup, on est finalement quand même impacté par ces éléments-là. Euh, voilà, je vous ai mis en bas un petit encadré sur l'AREN. L'AREN, ça veut dire accès régulé au nucléaire historique, qui est une sorte un marché spécifique en fait, hein, qui est lié au passé, en tout cas oui, au passé nucléaire de la France, et qui fait qu'au moment de l'ouverture des marchés, je ne l'ai pas redit, hein, mais qui a eu lieu en 2004-2005, qui coïncide avec la création d'Enercop, hein, donc la fin du monopole d'EDF qui était présenté précédemment. Voilà, il y avait cette production nucléaire et qui donnait un avantage concurrentiel, on va le dire comme ça, à EDF. Et du coup, il y a eu une volonté de ouvrir ce marché de l'AREN, donc une partie du parc nucléaire qui va être mise à disposition des fournisseurs qui peuvent acheter à un prix fixe qui est régulé par la Commission de régulation de l'énergie et qui reste à 42 € du mégawattheure. Donc pour les prochaines années, si les règles ne changent pas, ce qu'il faut savoir, et j'y reviendrai, c'est qu'Enercop a fait le choix de ne pas aller acheter sur ce marché-là, puisque Enercop a une position de sortie du nucléaire depuis plusieurs années, et donc ce serait pour nous pas cohérent d'aller profiter, entre guillemets, du parc nucléaire français existant euh, pour, euh, pour construire nos prix et acheter notre électricité. C'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, en ce moment, ça a un impact très fort sur les prix, puisque vous voyez que le prix de l'Arène est resté bloqué à 42 € alors que les prix marchés s'envolent. Voilà pour vraiment très très rapidement un petit peu le contexte général, mais en tout cas, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça augmente. Alors, ça peut aussi rebaisser, hein, c'est le principe de la bourse, mais en tout cas, aujourd'hui, on est quand même dans ce pic du prix de l'électricité. Alors, comme je le disais, hein, sur les à peu près 40 fournisseurs qui sont présents ici et qui sont disponibles sur le marché, quasiment tous proposent des offres vertes. Alors après, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est une offre verte, comment c'est construit et qu'est-ce qu'il y a derrière, notamment quand on parle d'impact sur la transition énergétique, qui est le sujet de ce matin. Donc là, je vous ai remis un extrait d'une petite note de l'ADEME sur les différentes offres d'électricité verte qui date de décembre 2018, mais qui reste relativement d'actualité pour un peu comprendre comment se décompose une facture d'électricité. Donc déjà, première chose, hein, je pense que vous l'avez en tête, mais sur une facture d'électricité, on la découpe en général en 3 tiers. Vous avez un tiers de taxes, un tiers qui est lié à l'acheminement. Donc, si je reviens à la première diapo, qui est la partie, pour simplifier, Enedis, RTE, etc., qui permet qu'on ait tous accès à de l'électricité, que le réseau fonctionne, etc. Et puis, une partie qui est vraiment liée purement à la part fourniture. Donc, c'est parfois ce qu'on appelle sur sa facture d'électricité ou quand on doit comparer différents fournisseurs, le prix de l'électron. Voilà. Donc déjà, pour expliquer les différentes composantes. Ensuite, vous avez différentes offres vertes, donc les offres d'électricité que l'ADEME a appelées les offres vertes standards, qui sont uniquement basées sur un certificat de garantie d'origine. Donc un certificat de garantie d'origine, qu'est-ce que c'est? C'est un papier, enfin en tout cas un certificat électronique pour être plus précise, qui permet de garantir que de l'électricité verte a été produite quelque part en Europe. Voilà, ce qui permet, et en fait ce qui est un peu questionnant, en tout cas pour nous, c'est qu'un certificat de garantie d'origine peut être vendu sans la production d'énergie verte associée.
Voilà, parfois on utilise l'analogie avec l'agriculture. C'est un peu comme si on pouvait vendre une étiquette AB d'agriculture biologique et puis qu'on venait la coller sur n'importe quel produit et qu'on disait à la fin, voilà, mon produit est bio. Alors, c'est pas possible en agriculture, c'est quelque part un peu possible en électricité, pour une raison aussi qui est que l'électricité est un bien non palpable, donc c'est aussi plus facile de faire ça. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe quand on a une offre verte en garantie d'origine simple, ce qui n'est pas le modèle d'Enercop, puisque nous, on achète la garantie d'origine, c'est une obligation de toute façon pour pouvoir dire qu'on a une offre verte, mais en même temps, la production. Donc, on rémunère en même temps que la garantie d'origine un producteur qui va avoir une production d'énergie renouvelable réelle, j'allais dire, puisque dans le cas précédent, une offre d'électricité verte standard, vous avez la possibilité d'acheter de l'énergie soit sur le marché de gros de l'électricité, donc sur la bourse pour le dire autrement, soit pourquoi pas à l'Arenh, donc en 100% nucléaire d'un côté, et de l'autre de venir acheter cette garantie d'origine qui va venir verdir quelque part l'électricité que vous avez achetée. Voilà, c'est pour nous pas un système hyper vertueux et surtout c'est pas forcément très clair pour les consommateurs. Donc voilà, cette première note de l'ADEME de 2018 était un premier pas pour essayer de clarifier un petit peu ça et aussi savoir qu'est-ce qu'on paye quand on choisit une offre verte. Et là, il y a un label qui vient de sortir, qui est aussi proposé par l'ADEME, qui s'appelle Vervolt, qui pour l'instant, pour Enercop en tout cas, ne labellise que notre offre à destination des particuliers, mais que je vous invite quand même à aller voir au moins pour les critères qui ont été mis et ce que ça veut dire derrière, mais voilà, qui permet de labelliser les offres et d'avoir un petit peu plus de lisibilité sur qu'est-ce qu'il y a derrière ces offres vertes, sachant que du coup, là, vous l'avez en euros, hein, une garantie d'origine par rapport au coût global de la part fourniture, c'est quand même voilà, l'épaisseur du trait, comme on voit sur le schéma. Donc l'impact sur la transition énergétique et la partie qui revient aux producteurs ENR est quand même limité. Alors ça, c'est à peu près la même chose, mais expliqué autrement, parce que souvent, on s'y perd un peu avec ces histoires de garantie d'origine et où est-ce qu'on achète l'énergie, etc. Donc voilà, un peu la même chose, hein. Dans le schéma de gauche, vous avez le fonctionnement d'Enercop, où on achète l'achat d'énergie et la garantie d'origine au producteur. C'est le principe du contrat direct. Dans l'autre schéma, il y a à un moment des énergies renouvelables qui sont produites quelque part en Europe, qui déclenchent la création d'une garantie d'origine. Mais comme les deux ne sont pas forcément vendus ensemble, vous avez la possibilité d'acheter de l'énergie ailleurs sur le marché, de coller une garantie d'origine et de faire une offre verte. Ce qui fait aussi des offres vertes qui sont moins chères, puisqu'on peut aller, alors ça dépend de comment évolue le marché en ce moment, ce n'est pas forcément le cas, mais quand le marché est bas ou quand on va acheter du 100% ARENH qui est fixé à 42 € et qu'on vient coller un certificat vert pour faire une offre verte, ça fait des offres vertes à bas coût qui sont assez différentes du modèle d'Enercop, notamment parce que nous, on a cet engagement auprès des producteurs d'énergie renouvelable de acheter l'énergie directement avec la garantie d'origine. Et en plus, on va avoir des dispositifs avec des achats bonifiés, c'est-à-dire qu'on va acheter même plus cher dans certains cas à certains projets pour leur permettre de voir le jour et de sortir de terre parce que on pense qu'il y a un besoin d'accélérer le développement des énergies renouvelables en France pour qu'on puisse tous réussir à effectuer la transition énergétique qui nous paraît indispensable. Et donc, pour aider ces projets à sortir de terre, on les bonifie et on peut le faire parce qu'en bout de chaîne, on a aussi des clients qui acceptent de payer leur facture d'électricité un peu plus cher pour soutenir ces projets. Voilà, donc là, on est vraiment dans un principe un peu de circuit court. Parfois, je fais beaucoup de parallèles avec l'alimentation ce matin, mais voilà, parfois Enercop, on dit que c'est la map de l'énergie. Voilà, un peu cette idée de mettre en lien les consommateurs et les producteurs et d'avoir la transparence via le modèle coopératif, d'expliquer qu'est-ce qu'on fait avec les factures et comment on réinvestit auprès des producteurs et pour développer des projets d'énergie renouvelable.
voilà pour les offres vertes. Alors, je ne vois plus le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces aspects de garantie d'origine, etc. Non, c'est bon. Et ben dans ces cas-là, je vais juste vous dire quelques mots complémentaires sur Enercop. Alors, juste peut-être quelques chiffres pour nous situer un petit peu, puisqu'on est un acteur qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années sur le marché de l'énergie, enfin de l'électricité. Alors, on reste cependant un petit acteur, hein, puisque pour vous donner un ordre d'idée, il y a 35 millions de compteurs en France. Donc, on est très fiers d'en avoir 105 000 chez Enercop, mais ça reste, voilà, on reste un petit acteur parmi de gros acteurs dans le monde de l'énergie. Mais petit à petit, voilà, on avance et on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Donc historiquement, on avait une offre qui était plutôt tournée vers les particuliers, qui va de plus en plus vers les professionnels et les collectivités. On a aussi donc parmi nos clients professionnels de nombreux magasins bio, des structures du tertiaire. On a des plus grosses installations, des transformateurs de l'agroalimentaire. Voilà, vraiment un grand nombre en fait de structures qui rejoignent Enercop. On peut fournir sur n'importe quel type de contrat toutes les puissances de compteurs. On n'est pas limité par rapport à ça. Et parmi nos 105 000 clients, il y a eu plus d'une moitié qui a fait le choix de devenir sociétaire, c'est-à-dire de prendre une ou plusieurs parts sociales dans les coopératives locales. Je pourrais y revenir si vous avez des questions plus particulièrement sur notre statut de société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, et donc comme je le disais au départ, hein, il y a eu une structure qui a été créée en 2005 à l'ouverture des marchés, et puis l'idée était de rapprocher les consommateurs et les producteurs. Donc petit à petit, il y a des structures locales qui ont été créées, donc des SIC locales. Aujourd'hui, Enercop, c'est un réseau en fait, hein, de 11 coopératives, et donc au total de 230 salariés. Voilà, donc ça c'était juste pour vous présenter un peu qui est Enercop. Et derrière, comme je le disais, notre métier principal c'est d'être fournisseur. Pour être fournisseur, il nous faut des producteurs. Donc qui sont-ils? On est le plus gros réseau de producteurs alternatifs en France, avec 365 sites de production qui sont répartis sur toute la France. Notre mix énergétique, il a été pendant très longtemps assez dépendant de l'hydraulique. Là, il se rééquilibre un petit peu ces dernières années. Donc, on a 39% de centrales hydrauliques, 53% d'éolien, 7% de photovoltaïque et 1% de centrales biomasse qui sont du coup voilà, qui est un peu une nouvelle forme qui se développe petit à petit, mais qui reste marginale. Et voilà. Et dans les 7% d'installations photovoltaïques, ça peut paraître peu. Si on regarde en nombre de producteurs, on a beaucoup de producteurs photovoltaïques, sauf que c'est souvent des petites installations qui produisent peu. Donc finalement, dans notre mix global, quand on regarde en gigawattheure, ça reste voilà, relativement marginal, même si 7%, c'est déjà pas mal. Voilà. Notre promesse vis-à-vis des clients, hein, c'est bien de pouvoir équilibrer à la maille annuelle la consommation de nos clients et la production. Donc c'est pour ça qu'en 2020, on va bientôt faire les comptes là pour 2021, nos producteurs ont produit 549 gigawattheures pour des consommateurs qui ont consommé 496 gigas. Donc on est bien à l'équilibre. Alors après, on n'arrive jamais à équilibrer pile entre consommation et production, parce que c'est un peu compliqué d'être vraiment aussi fin que ça, mais en tout cas, on a la production à mettre en face de la consommation sur le pas annuel. Aurore, je me permets de vous couper, on avait des Oui. questions sur ce sujet. La première, c'est pourquoi écarter le nucléaire, énergie décarbonée de votre offre de source d'énergie?
Alors, je ne sais pas si on va rentrer ce matin dans le débat sur le nucléaire, mais en tout cas, au niveau d'Enercop, on a été créé au départ par un certain nombre de structures qui sont historiquement positionnées plutôt contre le nucléaire. Il y a des questions notamment, la question du carbone est importante, mais ce n'est pas la seule. Il y a notamment toutes les questions de traitement des déchets qu'il ne faut pas oublier. Il y a la question du coût du nucléaire quand on intègre tout, c'est-à-dire les coûts de création de centrales et les coûts de démantèlement. Voilà, et l'offre, en tout cas, Enercop depuis le départ est basé sur le scénario Négawatt, qui est basé sur une sortie du nucléaire et sur la possibilité d'être en 100% renouvelable à 2050. Donc, je vous invite aussi à aller lire les scénarios Négawatt, qui par ailleurs sont très intéressants et instructif sur cette question. Voilà, globalement, effectivement, du coup, on ne souhaite pas, et c'est aussi une volonté de nos sociétaires, puisque du coup, on a ce fonctionnement de SIC et de fonctionnement interne démocratique qui fait qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas intégrer de nucléaire dans notre mix et qu'on pense qu'on peut faire autrement et qu'on peut être capable, alors pas tout de suite, c'est évident, le Enercop ne dit pas qu'il faut couper toutes les centrales nucléaires demain, mais en tout cas qu'il faut préparer une alternative et développer du coup les énergies renouvelables plus rapidement. Et voilà, et globalement, si on investit tout dans le nucléaire, et ben pendant ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose pour les énergies renouvelables. Et c'est une des raisons qui explique qu'en France, on a un petit peu de retard sur cette question-là. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Il y a de grands débats sur le nucléaire et qui reviennent énormément en ce moment. Donc voilà, je fais une petite synthèse très résumée, mais c'est un peu un débat qui pourrait, je pense, nous prendre la journée. Alors après, on avait une deuxième question sur cette partie source, la centrale biomasse. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, sur la biomasse, on va être sur donc en fait d'autres. Alors ici, il peut y avoir différentes choses, mais globalement, on peut être sur des unités notamment de méthanisation et de cogénération. Donc, on va être sur l'utilisation de déchets agricoles pour générer soit du gaz qui après permet de fournir de l'électricité. Voilà, ça va être principalement ça. Après, c'est des nouvelles sources d'énergie qui sont voilà, encore assez nouvelles. Il faut aussi, voilà, dans certains cas, c'est plus intéressant de uniquement rester sur le gaz, de ne pas aller sur de la cogénération, etc. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste un peu expérimental et une toute petite partie de notre mix. Merci, on n'a plus de questions pour le moment. Alors du coup, je continue. Vous pourrez aller voir sur notre site internet les différents sites. Et ben là, on se rend compte qu'il y a pas mal de photovoltaïques, mais sur des sites, comme je le disais, un peu plus petits. Voilà, donc si je dois un peu résumer quel est le modèle d'Enercop, c'est d'avoir une électricité qu'on considère comme vraiment verte. Donc dans notre définition, en tout cas, c'est 100% renouvelable et sans nucléaire. Une électricité qui est faite par et pour les citoyens, puisque je ne l'ai pas dit, je pense, mais dans nos producteurs, on a 50% des producteurs qui sont des producteurs citoyens, donc au sens soit des collectivités qui sont producteurs, productrices, soit des collectifs citoyens, donc tout ce qui va être les centrales citoyennes, centrales villageoises, donc qui en fait sont souvent des associations ou des SAS, mais qui regroupent des citoyens qui vont mettre de l'épargne en commun pour financer des projets de taille un petit peu plus grande. Et notamment, les derniers parcs éoliens qui sont rentrés chez Enercop sont des parcs citoyens en éolien, ce qui est assez nouveau, puisque souvent les centrales citoyennes étaient plutôt sur du photovoltaïque. Et donc là, on voit aussi des collectifs citoyens qui se forment pour porter des projets éoliens, ce qui est aussi assez intéressant.
un circuit court durable et éthique avec le maximum de transparence. On explique régulièrement quels sont, ce que je vous disais juste avant, quelle est la part de consommation de nos consommateurs chaque année, quelle est la part de la production. On organise avec nos sociétaires des visites sur les sites pour rencontrer les producteurs. On a une charte des producteurs où on va du coup par exemple, pour tout ce qui est hydraulique, aller sur des petites installations qui bloquent pas les rivières, qui permettent, qui ont des critères environnementaux qui sont assez poussés et qui vont assez loin. Sur de l'installation photovoltaïque au sol, c'est pareil, on va le faire uniquement sur des terrains dégradés, et cetera, et cetera. Donc on a toute cette charte qui nous permet d'avoir une certaine éthique vis-à-vis de nos producteurs. Et puis, le modèle coopératif, comme je le disais, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, on a vraiment cet aspect d'être en lien avec nos sociétaires dans une volonté aussi d'éducation populaire et de réappropriation de la question de l'énergie par les citoyens. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir des sociétaires qui restent en alerte, qui viennent régulièrement challenger les décisions au niveau d'Enercop et de dire est-ce qu'on est toujours bien aligné avec les valeurs et le projet qu'on porte depuis le début. Et voilà, qui nous permettent des échanges assez intéressants. Et puis par le multisociétariat, autour de la table, dans notre cycle, du coup, on a les producteurs, les consommateurs, les salariés, les partenaires, les collectivités, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir aussi une richesse des acteurs et du coup une richesse des débats et des discussions. Voilà, donc concrètement, maintenant que je vous ai dit tout ça, comment on peut, en tant que structure, aussi participer à la transition énergétique et soutenir le projet d'Enercop. La première chose, ça peut être de changer de fournisseur d'électricité. Donc avec tout ce qui a été dit en introduction, sur le fait qu'en ce moment, le marché est quand même très haut et que du coup, ça crée pas mal d'incertitudes. Et du côté des consommateurs et du côté des fournisseurs. Voilà, donc si vous le souhaitez, sur notre site, vous avez des possibilités pour estimer votre facture, ce qui va déjà vous permettre d'avoir une petite idée de combien ça coûte de passer chez Enercop. Et on est aussi très transparent là-dessus. Comme je vous le disais, on a des tarifs d'achat auprès des producteurs qui sont bonifiés et qui sont possibles parce que nos consommateurs acceptent de payer un peu plus cher. Donc, vous n'aurez pas de surprise. Vous pouvez faire des comparatifs, etc. Il y a des chances pour que l'offre d'Enercop soit un peu plus chère que d'autres offres. Donc, c'est un réel engagement. Voilà. Après, changer de fournisseur, concrètement, c'est pas très compliqué. C'est un changement de flux informatique, si on doit dire concrètement ce que c'est. Voilà. Sachant que sur nos contrats inférieurs à 36 kVA, donc les compteurs C5, on propose des contrats sans engagement. Et globalement, il n'y a pas d'intervention technique sur les compteurs, il n'y a pas de coupure, ce genre de choses. Voilà. Après, nous, on fait des contrats sans engagement. Ce n'est pas forcément le cas des autres fournisseurs. Donc, vérifiez bien, effectivement, quels sont vos contrats, les tacites reconduction éventuelles, les dates d'échéance, la durée de dénonciation de votre contrat, etc., etc. Voilà, c'est des points qui sont importants. C'est vrai que souvent, sa facture d'électricité, on n'y pense pas trop, on la paye parce qu'on n'a pas le choix. Et puis, voilà, c'est un peu un truc qui arrive régulièrement. Et puis, on ne se pose pas toujours la question de mais qui est mon fournisseur? Est-ce que mon contrat est bien adapté aussi? Parce qu'il y a parfois des questions d'optimisation à se poser où des fois, on se rend compte que ça fait 3 ans qu'on paye une puissance bien trop haute par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Donc, ça peut déjà être juste une forme d'économie très simple de regarder ces points-là ou de l'adapter à la hausse si on paye du dépassement. Enfin, voilà, dans les deux sens. Mais voilà, ça peut quand même être une façon finalement assez simple, en tout cas en termes d'action, pour soutenir la transition énergétique, soutenir des producteurs et savoir où va l'argent de votre facture quand vous payez votre électricité.
Ça, c'est sur la partie énergie. Et comme je le disais en introduction, on a aussi d'autres activités. Donc, on propose des formations à la sobriété énergétique qui s'appelle Dr Watt Pro, des études de projets photovoltaïques si vous êtes propriétaire de vos locaux. Effectivement, les questions d'autoconsommation, de production, c'est des choses qui sont aussi intéressantes à regarder en fonction de vos toitures, soit en investissement direct, soit via les centrales citoyennes. Ça peut aussi être de la mise à disposition de toitures et puis des citoyens qui viennent investir du coup sur votre toit. Et puis on travaille aussi avec Forest Ener qui développe des chaufferies bois et des réseaux de chaleur bois énergie. Voilà, juste pour vous donner un peu un panel des activités d'Enercop sur lesquelles on peut aller plus loin si vous avez des questions. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai sûrement un peu dépassé mon temps, je suis désolée. Alors, on a une question. Que pensez-vous voilà, attendez, que pensez-vous des sources d'énergie installées en propre? Intérêt économique, coût d'entretien, pérennité des installations? Eh ben, ça dépend du projet. C'est difficile de répondre comme ça dans l'absolu, mais en tout cas, ça s'étudie. Il y a différents organismes qui peuvent accompagner là-dessus aussi en fonction de la taille du projet et de ce que vous souhaitez faire. Nous, on peut le faire dans certains cas, donc après avoir quelle est la taille du projet. Et effectivement, après, il y a vraiment... alors déjà, il y a des études, on va dire, de structure, enfin en tout cas techniques, pour savoir si réellement c'est possible, dans quelles conditions, etc. Et après, il y a aussi des études économiques qui sont importantes à faire, voilà, notamment sur les questions d'autoconsommation qui sont très à la mode en ce moment, qui peuvent être parfois intéressantes. Surtout dans le cadre professionnel, hein, puisque normalement on produit au moment où plus ou moins on consomme, mais pas toujours. Et du coup, il ne faut pas non plus être voilà, un peu se dire je veux absolument autoconsommer parce que ça a du sens de consommer l'énergie qu'on produit à un instant T. C'est joli sur le papier, mais dans la réalité, si on consomme pas au bon moment, ça peut être plus intéressant de tout avoir en injection directe, donc c'est-à-dire en fait de revendre à EDF souvent, parce que voilà, c'est via un mécanisme qui s'appelle l'obligation d'achat, qui est subventionné, on va le dire comme ça, en tout cas un tarif qui est régulé et payé par, enfin régulé, voilà, et qui vous permet du coup de vendre votre électricité d'un côté et vous continuez à l'acheter de l'autre, mais finalement, si vous faites le calcul de l'un par rapport à l'autre, ça peut, dans certains cas, s'équilibrer. Voilà, donc ça peut être Merci, sur... je pensais que vous aviez terminé, c'est pour ça, c'était pour réagir aussi sur cette question qui nous concernait aussi, mais je vous laisse terminer. Oui, non, je voulais juste dire, du coup, ça peut être autant sur de la toiture que sur de l'ombrière de parking, qui sont souvent les deux choses qu'on regarde pour des professionnels. J'ai fini. J'avais parlé tout à l'heure de l'isolation à 1 euro, où il y avait beaucoup de gens qui étaient peu scrupuleux. On voit aussi des gens qui viennent installer des panneaux solaires. Nous, comme on est une centrale de référencement, on reçoit beaucoup de fournisseurs, et qui vous proposent de vous installer pour 1 euro, enfin, ou même gratuitement. Concrètement, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils vous mettent les panneaux solaires sur votre toit, et qu'au bout de 20 ans, l'installation vous appartient. Et qu'en échange, ils vous assurent 10% de moins en termes de prix sur vos factures d'énergie. Personnellement, on n'a pas du tout été convaincu par cette solution, puisqu'en analysant un petit peu plus en détail, s'il y a des problèmes d'étanchéité du toit, c'est votre problème, donc c'est à vous d'assurer l'étanchéité. Et en plus de ça, au bout de 20 ans, une installation photovoltaïque, clairement, il faut juste la démanteler concrètement. Donc les soucis d'étanchéité sont à votre charge et le coût du démantèlement sera à votre charge aussi. Et en contrepartie, vous n'aurez qu'un bénéfice qui est extrêmement limité. Donc là-dessus, méfiez-vous des acteurs qui vous disent à 1 euro, il faut fuir ce genre de choses. Par contre, on a des partenaires qui font de l'installation. Là, par contre, il faut le financer, il faut investir pour pouvoir l'installer. Et là, effectivement, comme disait Aurore, c'est en fonction des projets. Et ça peut être très intéressant. On en a mené plusieurs. Et effectivement, ça peut être rentable assez rapidement. Voilà. Autrefois, on avait pu voir
des projets où il fallait attendre entre 15 et 17 ans avant que ce soit rentable. Donc les gens ne le faisaient pas. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Les coûts sont plus les mêmes et la rentabilité peut être quand même beaucoup plus rapide que ça. Voilà. Je voulais simplement réagir là-dessus. Méfiez-vous des acteurs auxquels vous faites appel. Et quand c'est écrit à 1 euro derrière, en général, c'est mauvais signe. Voilà. On a retenu qu'il fallait qu'on soit vigilant. Tout ce qui est à Ouais. 1 euro n'est pas Ouais, 1 euro. non, déjà, c'est Peu financé importe. forcément par quelqu'un. Et puis, en général, c'est juste un moyen de récupérer de l'argent. Et ces sociétés-là, en tout cas qu'on a pu voir sur les panneaux solaires, font que de la levée de fonds pour installer installer des panneaux solaires sur les toits, n'assument aucune responsabilité, vous laisseront avec votre installation vieillissante ensuite et ne prendront que la rente de la revente d'énergie à EDF, voilà, tout simplement. Et gagnera beaucoup plus en réalité que vous. Voilà. Très bien, merci pour ces 2 présentations très intéressantes. Est-ce que vous avez des questions, les participants, sur, ah! Je vois que oui. On dit que s'il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit, les pompiers ne peuvent pas arroser en cas d'incendie. Vrai ou faux? Ah! Qui c'est qui répond à cette question? Alors moi, je n'ai pas la réponse et je ne fais J'ai pas pas la réponse non plus. d'installation directe. J'avais jamais entendu parler de ce problème-là. Après, il y a des questions d'assurance quand on met en place des panneaux photovoltaïques, etc. Mais à ma connaissance, j'ai jamais entendu dire, je n'ai jamais entendu dire que c'était un problème en cas de feu. Après, on Ouais, entend aussi beaucoup de choses autour de l'éolien, du photovoltaïque, des potentiels dangers, etc. Donc, je répondrai pas avec certitude, mais je dirais à vérifier comme info, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas ce genre de problème. Ouais, j'ai pas entendu ça non plus personnellement. Bon, après, c'est vrai à vérifier, ouais, effectivement. J'avais simplement, enfin, également un petit, parce qu'on fait des consultations d'énergie tous les jours pour des adhérents, et on nous pose souvent la question des offres ARENH, des offres fixes, etc. On a vu tout à l'heure, voilà, qu'il y avait un marché boursier de l'énergie et qu'il y avait un prix de l'ARENH qui était fixé. Et en réalité, pour vous clients, il faudrait plutôt voir les choses à l'inverse. C'est-à-dire que quand vous prenez une offre de marché à prix fixe, votre fournisseur, par exemple, vous fixez le prix sur 3 ans, il va acheter l'intégralité du volume estimé de votre consommation sur 3 ans et vous le vendre à un prix qui va rester le même tout au long du contrat. Sur les offres à Rennes, là, je ne parlais pas du modèle d'Enercop, je parlais d'un modèle qui était quand même plus classique, qu'on peut voir chez les fournisseurs voilà, qui ne sont pas producteurs pour la plupart. Mais sur les offres à Rennes, donc le prix est fixé à 42 €, mais il n'y a que 100 TWh par an. Et en réalité, le volume des contrats signés qui ont une indexation à Rennes, c'est plutôt 150 TWh. Ce qui fait qu'en cours de vie du contrat, vous avez ce qu'on appelle un écrêtement. Alors là, on rentre dans des choses qui sont un peu plus techniques, mais concrètement, votre fournisseur, dès l'instant où il n'a plus accès à l'électricité nucléaire, au marché de la Rennes, il va acheter sur les marchés à l'instant T. Et résultat, vous pouvez avoir des factures qui augmentent d'un coup dès l'instant où les plafonds de la Rennes sont atteints. Donc, il faut bien garder en tête qu'une offre à Rennes, c'est une offre à prix variable, alors qu'une offre de marché, vous pouvez les avoir à prix fixe, puisque le volume est acheté sur les marchés financiers à un instant T. Là où c'est compliqué, c'est en ce moment, on a vu les courbes, moi je vois des offres, alors, gardez aussi en tête, je le précise, n'attendez pas la fin de votre contrat pour renégocier. Vous pouvez fixer les prix bien en amont. Vous pouvez re-signer un contrat bien avant la fin de celui-ci. On peut négocier 12, 18 mois avant la fin de contrat. Ce qui permet de laisser le temps. On se dit, le marché est haut, on attend 2 mois, on voit ce qui se passe, on a le temps de cette manière-là. Par contre, ceux qui sont un petit peu pris à la gorge et qui signent des contrats au dernier moment, nous, on a vu passer des offres où on avait, pour les heures plein hiver, là où ça, en général, ça consomme beaucoup, supérieur à 300 € du mégawattheure. Sur les pointes, on les a vus passer à 380 €. Donc, on était bien au-delà de ce qu'on pouvait voir là sur les tableaux. Et sur le gaz, c'est encore pire. Voilà, sur le marché du gaz, c'était encore pire que ça. Nous, on a vu des prix pour 2022 qui dépassaient les 80 €
du mégawattheure, là où avant la crise Covid, on était à une vingtaine d'euros. Voilà, donc n'attendez pas la fin de votre contrat. Et moi, je me méfie des offres à Rennes personnellement, puisque le marché est en haut, les gens en signent de plus en plus, au-delà des volumes qui sont réellement disponibles sur le marché de la Rennes, et de plus en plus, il y a des écrêtements qui font que, comme on achète l'énergie à un instant T, elle est très chère. Et vous pouvez avoir, en réalité, une offre à Rennes, vous jouez votre budget en bourse, là où sur une offre de marché ou sur une offre à prix fixe, vous allez avoir un prix voilà, qui est connu à l'avance, mais qui peut être très cher en ce moment. Donc voilà, le mieux c'était d'avoir signé une offre l'an dernier, il y a 1 an, sur 3 ans, et là vous êtes tranquille. Voilà, c'était juste pour préciser un petit peu ça. Et c'est vrai que moi je suis, alors je n'ai pas de boule de cristal, hein, mais je me méfie quand même des offres à Rennes, voilà, personnellement. Et en Et c'est toujours complément, hein, la REN est régulée par certains, par des lois, certains décrets, etc. Et on ne sait pas non plus ouais. comment tout ça peut évoluer pour des questions de contraintes européennes ou nationales. Voilà, il y a aussi des enjeux assez politiques autour de ça et on n'a pas forcément énormément de visibilité sur ce marché de la REN à moyen terme en tout cas. Ouais, Et effectivement, les graphiques qui étaient présentés, c'est des prix achats de l'évolution du cours de la bourse, c'est pas encore les prix du coup qui arrivent sur la facture finale du client, puisqu'il faut rajouter toutes les briques ensuite. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre les graphiques que j'ai présentés et les prix réels qu'on retrouve sur les factures à la fin. C'est 2 tiers de taxes, hein, de toute façon, le marché de l'électricité quasiment. Donc, il y a même de la TVA sur des taxes, alors ça c'est très intéressant. Voilà. Quand on rentre dans le détail d'une facture d'énergie, je trouve ça passionnant. Voilà, bon, c'était juste pour préciser ça, de vous méfier des offres à prix variable. Mais bon, les offres à prix fixe étant très chères, après c'est vous qui êtes le décisionnaire final, bien sûr. Bah, écoutez, merci pour ces précisions. Je ne pense pas qu'il y ait de questions complémentaires, des dernières questions sur les différents sujets qu'on a abordés ou peut-être sur des sujets en lien avec ceux qui ont été abordés ce matin. C'est maintenant ou jamais. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a dû répondre aux questions que se posaient les participants. Ah si, alors petite remarque sur le terme électricité verte qui ne concerne que la production et pas la fabrication des équipements. Oui, effectivement. Donc après, c'est toujours une question de quel mot on utilise. On dit parfois électricité renouvelable, voilà, peu importe la question, effectivement, on le dit aussi souvent et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans le scénario négawatt notamment. La meilleure électricité et celle qui a le moins d'impact, c'est quand même avant tout celle qu'on ne consomme pas. Pour commencer. Après, effectivement, aucun mode d'électricité, et même les renouvelables, n'ont zéro impact. Il y a des questionnements sur comment on construit, que ce soit des panneaux solaires, des éoliennes, etc. On a aussi beaucoup de questions et aussi beaucoup de fausses informations, il faut le dire, sur notamment le recyclage des panneaux solaires, etc. Il y a des sites qui sont très bien faits sur le sujet et donc on peut recycler les panneaux photovoltaïques. Il y a des filières qui ont été prévues pour ça parce qu'on entend souvent l'inverse. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut redire aussi. Mais effectivement, ça consomme quand même de l'énergie de construire un panneau photovoltaïque, de construire une éolienne, etc. Ça fait partie, nous, en tout cas, des questions qu'on a souvent de la part de nos sociétaires et dans les projets citoyens qui sont souvent aussi remis à l'ordre du jour, d'où viennent les panneaux, comment ils sont fabriqués, etc. C'est des questions pas simples qu'il faut bien garder à l'esprit, mais qui en même temps gardent un impact relativement minime par rapport à d'autres formes d'énergie. Mais voilà, il n'y a pas de solution miracle et forcément toute production de nouvelles centrales a un impact. Et d'ailleurs, le nouveau décret photovoltaïque prend en compte le bilan carbone des panneaux photovoltaïques. Bon, pas le transport, mais quand même la fabrication. Effectivement.
Bon, bah écoutez, si tout est bon pour vous, je vous propose qu'on mette fin au webinaire. Bah écoutez, en tout cas, merci pour votre participation. On espère que Merci à vous. vous a tout éclairé, parce qu'en plus, c'est le cas de le dire, sur ce sujet ce matin. Et puis, bah, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires ou quoi que ce soit. Bonne fin de journée à tous et au plaisir. Merci vous aussi. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.